finance et climat. Et donc, nous allons vous présenter le contexte de cette étude, les résultats, les témoignages, je vous l'ai dit, les prochaines étapes, et ensuite, vous aurez une séance de questions-réponses. Donc, vous pouvez dès à présent nous poser des questions dans le chat et sinon, les poser oralement à l'issue. Donc, l'étude est née pendant l'été, même avant l'été 2021, dans ce contexte d'urgence climatique, bien sûr, qui a été étayé par le pré-rapport du GIEC en ce début de mois d'août. Les discussions aussi entre la coalition climat de coordination sud et de nombreuses organisations françaises et internationales. Et tous ont fait un constat qui est que les modes de financement actuels ne sont pas du tout adaptés aux enjeux réels des programmes et projets sur le terrain. La coalition des fondations pour le climat s'est associée à cette démarche et donc un certain nombre de fondations ont également répondu. Et le questionnaire a été lancé pour étayer ce constat et avoir des données. L'objectif de ce questionnaire, c'était d'illustrer trois objectifs justement, mesurer l'écart entre les financements climatiques reçus et les besoins et enjeux des organisations, analyser la pertinence de la compensation carbone pour ces structures et voir ce qu'on peut améliorer à ce sujet, identifier l'intérêt des organisations pour une finance climat alternative et ses clés de succès. On a aussi choisi de présenter ces résultats donc à l'aune de la Climate Finance Day qui a lieu demain et qui est en ouverture, en pré-ouverture de la COP26 qui démarra, alors suivant les sites, le 31 octobre ou le 1er novembre jusqu'au 12 novembre. Enfin, la partie officielle, c'est le 1er novembre. Et donc, la Climate Finance Day, vous le savez peut-être, rassemble les acteurs majeurs du secteur de la finance internationale pour tenter de trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et le thème de cette année, c'est la finance durable et ses impacts. Et puis à Glasgow, donc ce sera le grand rendez-vous mondial des États pour trouver des solutions pour enfin, je dirais, respecter l'accord de Paris et arriver à limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés maximum. Et en tout cas, vraiment changer tous nos comportements, nos approches et que nos États nous suivent. Donc, je vais maintenant donner la parole à Lucas. Oui, merci Béatrice pour l'introduction. Alors, pour commencer, on avait prévu de vous poser une petite question, juste d'introduction pour voir un petit peu à quoi vous pensez quand on vous parle de finance climat. Alors, normalement, Mathilde Kerr nous a préparé un petit sondage. Donc, la question, c'est, selon vous, quel est le principal moyen pour financer des projets climat? L'idée, c'est vraiment de savoir à quoi vous pensez, quelle est la première réponse qui vous vient par la tête quand on vous parle de finance climat. Et ensuite, on fera une petite introduction sur quels sont les différents moyens de finance climat avant de passer au résultat de l'étude. Donc, je vous laisse répondre à la question. Je te laisse, Mathilde, en back-office, nous gérer les résultats et nous afficher quand tout le monde aura répondu. Vous avez mis les 3 options, c'est aussi les options qui sont principalement ressorties du sondage, évidemment, la vente de crédit carbone, les fonds publics pour le climat ou la recherche de mécénat et de dons. L'idée, c'est de voir avec vous quels sont ceux que vous mobilisez le plus et quels sont ceux qui font plus écho à vos activités. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas mentionné tout l'éventail des solutions, mais celles qui étaient citées dans les réponses au questionnaire. Donc, vous pouvez aussi dans le chat mettre des suggestions d'autres solutions que ces 3 si vous en connaissez.
Donc, Mathilde, du coup, quand tu veux, pour nous présenter les résultats, mettre fin au suspense. OK, donc, sur les réponses qu'on a eues, donc on a une petite majorité qui pense au fonds public pour le climat, suivi de près par la vente de crédits carbone et ensuite la recherche de mécénat de dons qui arrive en dernière position. Donc, on voit que c'est quand même les fonds publics pour le climat qui prennent la première position. La question, je vous la posais aussi parce qu'on a souvent la vente de crédit carbone qui revient comme l'enjeu prioritaire, alors qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation que ce n'est pas finalement en termes de volume de financement, c'est quand même pas le principal. Donc, hop, suite à ces résultats, on va prendre la définition ensemble de la finance climat pour se mettre d'accord sur déjà les bases et de quoi on parle. Donc, la finance climat, c'est défini comme l'ensemble de toutes les ressources financières publiques et privées qui sont mobilisées pour soutenir à la fois les activités d'atténuation liées au gaz à effet de serre, mais aussi les activités d'adaptation aux effets des changements climatiques. On verra que ça, c'est aussi important dans la discussion qu'on a et les limites de la finance climat et notamment de la finance carbone. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'objectif des 100 milliards de dollars qui doit être engagé pour la finance climat des pays développés pour les pays en développement. Donc là, ça englobe à la fois des financements privés et publics. Et il y a différents outils pour atteindre ces financements-là. Cet objectif de financement qui a été défini au moment de la COP21. On a par exemple le Fonds vert pour le climat, le Green Climate Fund, qui est un des outils principaux les plus connus qui a été fondé par l'ONU et qui aujourd'hui représente environ 10 milliards d'euros investis pour des projets dans des pays en développement. Donc, c'est un des outils qui contribue aux 100 milliards, mais on voit qu'on est encore assez loin finalement des montants annuels qui sont attendus. Et c'est notamment une des attentes de la COP à venir, de la COP 26, que les pays puissent rehausser leur ambition et leurs promesses de financement. Ensuite, dans les autres outils, on a les fonds des banques multilatérales de développement, donc notamment la Banque mondiale, qui finance de nombreux projets. On a des fonds d'investissement pour le climat thématiques, donc les CIF, qui ont été lancés en attendant que le fonds climat soit complètement opérationnel, qui transitent par les banques multilatérales. Donc, comme je disais, ce sont des fonds qui sont plutôt thématiques, donc axés sur des thématiques comme la forêt, la résilience, les énergies renouvelables. On a des fonds régionaux ou nationaux spécifiques qui sont encore des financements publics. Typiquement, si on prend l'exemple de l'Union européenne, on va avoir des financements comme les financements de la PAC, politique agricole commune, ou le FEDER, le Fonds de développement régional, qui sont des fonds régionaux qui peuvent agir pour le climat. Et donc, on a ensuite les équivalents dans d'autres régions du monde. On a évidemment les financements via l'aide publique de développement, l'APD, et les institutions bilatérales de développement. Donc, de nombreuses ONG comme les nôtres les connaissent parce que c'est aussi une grosse source de financement de nos projets, notamment au travers de l'AFD en France. Et ensuite, on a le marché de la finance carbone et les dons privés, qui sont donc les financements privés auxquels nos ONG peuvent accéder. Donc, je vais m'attarder un tout petit peu sur la finance carbone, juste parce que c'est un sujet qu'on va pas mal aborder là et qui est aussi au cœur de beaucoup de débats aujourd'hui, pour se mettre d'accord sur les définitions. Déjà, la finance carbone, donc c'est avant tout finalement une transaction entre une entreprise et un projet. C'est l'achat de crédit carbone. Donc, en fait, la finance carbone a été inventée au moment du protocole de Kyoto comme un outil de flexibilité pour permettre à des entreprises à certains endroits de financer des projets ailleurs, donc de les délocaliser, entre guillemets, leur action climat. On part du principe qu'une tonne de CO2 a le même impact où qu'elle soit émise sur la planète. Et donc, finalement, une entreprise basée ici, c'est-à-dire dans un pays développé, peut financer un projet ailleurs, souvent dans un pays en développement, mais aussi dans des autres pays développés, qui ont des impacts sur le climat, pour ensuite comptabiliser finalement cet impact dans sa stratégie climat. Donc aujourd'hui, les projets on quantifie les impacts CO2 des projets, qui sont ensuite transformés en crédit carbone. On a des standards internationaux et nationaux qui ont été construits autour de cela. Les principaux sont cités en dessous, Gold Standard, Verra et les mécanismes de l'ONU, auxquels s'ajoute le label bas carbone en France plus récemment, justement pour le financement de projets locaux. Et donc, on passe à la slide suivante, pardon. Donc aujourd'hui, la finance carbone, elle est très utilisée par les entreprises dans le cadre de leur stratégie climatique. Il
il va sans dire, on est tous d'accord, je pense, aujourd'hui, pour dire qu'une compensation, ça n'annule pas un bilan carbone et que c'est juste une démarche volontaire qui vient en plus d'objectifs ambitieux de réduction. Mais pour se rendre compte un petit peu de ce marché qui peut paraître parfois un petit peu obscur, on s'est prêté à l'exercice avec le GRS de faire un état des lieux en 2020 de la compensation carbone réalisée par des acteurs français. Donc, on l'a fait au travers de notre plateforme Info Compensation Carbone qui sert à vulgariser les enjeux de la compensation pour les acteurs français, porteurs de projets et entreprises. Et donc, l'idée de cet état des lieux, c'était d'interroger tous les opérateurs français qui vendent des crédits carbone pour recenser le prix moyen et les caractéristiques. Donc, on se rend compte au travers de cet état des lieux, déjà que le prix du carbone au travers de ces financements-là est très bas. On obtient une moyenne de 4,5 € par tonne de CO2 équivalent, qui est un prix bien en deçà des indicateurs, on va dire, de tonnes de carbone qui peuvent être préconisés par des acteurs économiques. On a notamment la valeur tutélaire du carbone qui est définie par France Stratégie comme une valeur juste pour engager une transition écologique qui monte à plus de 100 € la tonne. Même à l'échelle du marché européen du carbone et l'échange de quotas des entreprises, on est plutôt autour de 60 € actuellement. Donc, le marché de la compensation carbone a encore des volumes financiers très faibles du fait du prix de la tonne qui est bas, trop bas, et avec beaucoup de disparités. Un prix minimum qu'on a vu à 1 € l'année dernière pour un prix maximum à plus de 70 €. Au total, sur les acteurs français, ça nous fait un montant qui est environ de 50 millions d'euros, répartis sur 11 millions de crédits, et avec plus de la moitié qui est issue de projets forestiers. Et on verra que c'est une question aussi qui se pose, c'est savoir si le carbone est bien l'indicateur le plus pertinent pour des projets forestiers. Ça a été un débat très ouvert dans nos discussions, dans l'étude, et on aura aussi un témoignage dans ce sens pour trouver d'autres indicateurs pour les projets forestiers en particulier. Le même travail est aussi, juste pour finir sur l'autre, pardon, le même travail est fait à l'échelle mondiale par Ecosystem Marketplace, pour ceux qui intéressent. À l'échelle française, je vous invite à aller voir le lien de l'étude en entier, mais à l'échelle mondiale, on a aussi un recensement de tous les projets et de leurs prix moyens. Et aujourd'hui, dans le monde, en tout cas en 2021, on tourne autour de 300 millions de crédits vendus, et donc à un prix moyen qui tourne à 3 €, 4 €, 3 € plutôt. Et donc, pour, on va dire un montant total de la finance carbone volontaire qui atteint 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros mondialement, donc très loin finalement des objectifs qu'on citait tout à l'heure. Et donc, je vais terminer juste rapidement par une vision un peu plus globale de la finance climat outre le carbone, parce qu'on voit que finalement 1 milliard, c'est très peu par rapport au montant qu'on évoque. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce schéma qui est tout de suite un petit peu inquiétant quand on le regarde, mais il y a quand même beaucoup d'informations dedans qui sont intéressantes. C'est un état des lieux qui est fait par la Climate Policy Initiative, qui recense vraiment tous les financements climat, à la fois public, privé, à la fois pour le développement ou non. Et donc, c'est intéressant de voir finalement toutes les caractéristiques et les montants qui sont quand même mis en jeu. Là, on parle à l'échelle globale de 632 milliards de dollars sur l'année 2020. Et donc, ce qu'on peut remarquer déjà qui est frappant, c'est qu'on a comme moitié-moitié finalement entre des financements publics en bleu et des financements privés en rouge. Et on a aussi un énorme déséquilibre entre des financements d'adaptation et d'atténuation. Donc, adaptation qui est au-dessus à 46 milliards, alors que sur de la mitigation, donc de l'adaptation, on est sur de 571 milliards. Donc, un gros déséquilibre qui sera encore évoqué quand on parlera de finance carbone et d'indicateurs carbone par la suite. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de types de financements différents. Si vous voulez creuser un petit peu la question, parce que là, on le survole vraiment, donc vous pouvez aller voir sur le site de la Climate Policy Initiative ou alors le Climate Funds Update, donc voilà, CPI ou CFU, qui font beaucoup de travaux et d'état des lieux sur les financements climat, ou alors aller voir les travaux de l'Institut I4CE, Institute for Climate Economics, qui travaille aussi beaucoup sur ces enjeux de financement à l'échelle de la France et à l'échelle internationale. Et donc, pour refaire la transition avec ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le développement, je vais passer à la slide suivante, et juste pour vous parler finalement du travail qu'on mène au niveau de la Commission Climat. Parce qu'on a on a notamment fait un atelier de capitalisation
pour justement discuter des difficultés que pouvaient avoir les ONG à accéder à ces financements qui sont multiples, mais qui parfois ne sont pas faciles d'accès pour nous et notamment des petits acteurs de terrain. Et les premiers freins qu'on y a vus, c'est notamment la difficulté d'accréditation des ONG vis-à-vis de gros fonds, donc notamment le Fonds vert pour le climat, pour lequel il faut souvent passer par des intermédiaires ou alors avoir une force de frappe qui est énorme et qui demande beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs et beaucoup de temps. Donc un gros problème de ce point de vue-là. Et un deuxième problème qui était le fait que finalement le fait de se concentrer sur du climat venait aux dépens du développement et finalement de la mission fondamentale de nos ONG, notamment avec des conflits entre adaptation, atténuation ou entre biodiversité, environnement et climat. Donc, c'est suite à ce travail de partage d'expériences et de difficultés au sein de la commission que Amandine a eu l'idée de lancer cette étude pour aller plus en détail dans les freins et les problèmes des ONG face à la finance climat. Merci beaucoup, Lucas. Peut-être pourras-tu mettre les liens des études dont tu as parlé dans le chat. Ça pourra servir à tout le monde. Et du coup, je passe la parole à Amandine. Pardon. Je passe la parole à Amandine Hersan pour justement connaître les résultats de cette fameuse étude. Merci, Amandine. Et je pense que c'était intéressant de remettre en contexte parce qu'il y avait eu ce travail avec quelques ONG, et donc un petit nombre d'ONG, avec beaucoup de retours d'ONG qui travaillent sur le sujet de la préservation des forêts. Et donc, ce qu'on s'est dit avec différents acteurs, c'est que c'était intéressant de se dire, OK, mais comment le monde ONG qui agit sur le climat de façon plus large se positionne par rapport à ses besoins de financement climat. Et donc, on a fait un appel à candidats en mai-juin lors d'une commission pour savoir qui était intéressé pour aider à construire cette étude et puis à l'analyser et à la diffuser. Et donc, c'est là où effectivement, nous sommes retrouvés à 3 acteurs pour pouvoir animer cette coordination-là. Et donc, qui a été envoyé, vous l'avez reçu au début de l'été. On l'a analysé en août-septembre. Et donc, encore un grand merci à tous les acteurs qui ont répondu. On était 41 organisations à répondre à ce questionnaire, venant de 18 pays, donc 51,3% qui viennent de France, et beaucoup de pays africains qui ont aussi répondu. Et donc ça, c'était une vraie joie d'avoir ouvert à d'autres acteurs internationaux. 93% des organisations qui ont répondu se disent impliquées ou très impliquées dans la lutte contre le changement climatique ou dans la gestion, l'atténuation des impacts du changement climatique. Ces acteurs-là, ils ont 80%, pour plus de 80% des actions de sensibilisation ou de renforcement des acteurs sur le sujet du changement climatique, plus de 70% des actions d'adaptation au changement climatique et à plus de 60% des actions de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Le climat, toujours pour ces 41 organisations, est intégré dans plus de 85% des activités des répondants, et notamment dans la mise en œuvre des projets. Et toutes ces organisations, à 95%, elles aimeraient l'intégrer d'autant plus et elles pensent qu'elles peuvent accroître leur impact sur le climat. Il y en a 63% qui l'ont intégré par contre dans les phases de diagnostic. Et donc ça, c'est le chiffre le plus bas. Et donc ça démontre aussi qu'il y a un vrai enjeu d'accompagner les organisations et c'est ce qu'essaye de faire la Commission Climat et Développement, pour qu'on puisse intégrer dans toutes nos organisations le climat au sein des phases de diagnostic et d'évaluation. Donc je pense que ça, c'est un chiffre intéressant. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu le contexte de qui a répondu, quelles sont leurs activités vis-à-vis du climat. Avant de vous donner les résultats de l'étude, j'aimerais vous proposer un sondage. Donc Mathilde, je te laisse le partager. À votre avis, alors ça a bougé. Donc, à votre avis, quel est le point bloquant majoritaire pour intégrer le climat dans les activités de nos ONG ou nos fondations? Donc, les 41 qui ont répondu. Est-ce que ce sont des financements qui ne sont pas adaptés? Est-ce que ce sont des difficultés à évaluer ou à suivre l'impact climat? Ou est-ce que c'est un décalage avec la stratégie de nos organisations? Donc, je vous laisse répondre. Soit un sujet de financement, soit un sujet d'évaluation et de suivi, soit un sujet stratégique. Donc ça, c'était une des questions qui vous a été posée.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mathilde, je te laisse peut-être nous partager les résultats. Et donc, le résultat que vous nous donnez, c'est des difficultés à évaluer ou à suivre l'impact climat. Donc, vous pensez que c'est la difficulté principale des organisations. Et ensuite, les financements non adaptés. Et enfin, le décalage avec la stratégie. Donc, on va passer au slide suivant pour identifier la réponse. Et la réponse, en fait, c'est d'abord et avant tout des financements qui ne sont pas adaptés. Donc, il y a 72% des organisations qui nous ont dit que le point bloquant majeur, c'était des financements non adaptés. Il y a 61,5% des répondants qui ont parlé du manque d'outils d'évaluation et de monitoring. Donc, voilà, les 2 points bloquants, ils sont là et c'est ceux qu'il faut qu'on retienne. Ce qu'on a aussi analysé, c'est que la mesure des impacts des projets, elle n'est automatique que pour 19,5% des répondants. Donc, quand on parle d'enjeux d'évaluation et de monitoring, il n'y a que 19,5% d'entre nous qui le font de façon automatique, cette mesure d'impact. Et elle est sporadique en fonction des projets et des financements pour 56% des organisations. Il y a aussi 50% qui intègrent des mesures de co-bénéfice au climat quand ils mesurent le climat. Et 22% qui n'intègrent pas du tout de mesures climat dans les projets. Donc, on voit qu'il y a, premier enjeu, les financements qui ne sont pas adaptés pour les organisations, il reviendra derrière juste après. Deuxième enjeu, le manque d'outils d'évaluation, mais avec une diversité d'approches en fonction des organisations qui le priorisent ou pas et qui vont mesurer aussi des co-bénéfices ou pas. Si on rentre maintenant sur la partie financement pur, on a demandé donc à vos organisations quels sont les principaux moyens de financement des activités climat en fonction du fait que ce soit des grands projets ou des petits projets. Donc Mathilde, je te laisse aller à la slide suivante. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que les principaux moyens de financement des activités climat sont les dons en mécénat. Ces dons en mécénat, ils peuvent être liés ou pas au sujet climatique. Donc ça veut dire que nous allons chercher du financement pour des projets qui impactent le climat, surtout grâce au mécénat, et que ce sont des bailleurs qui vont nous financer sur d'autres aspects que le climat. Donc, en fait, on agit sur le climat sans aller chercher automatiquement des financements pour le climat. Donc, ça, c'est assez intéressant. Sur l'adaptation, le mécénat est le moyen majeur. Par contre, sur l'atténuation, les financements bailleurs jouent aussi un rôle très important. Et puis, il n'y a que 23% des organisations qui disent vendre des crédits carbone. Et donc, c'est assez peu par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc, je vous propose maintenant d'aller sur justement ce sujet du crédit carbone. Donc, c'est la slide suivante, où on a près de 80% des organisations qui se sont dit intéressées au financement via des crédits carbone. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'y sont intéressées ou qui s'y intéressent. Par contre, aujourd'hui, il n'y en a que 25% qui ont effectivement acheté ou vendu des crédits carbone et 30% qui a choisi et qui a préféré ne pas donner suite. Donc ça, c'est aussi un signe important. Ça veut dire que nous avons tous conscience que ça peut être un outil de financement pour nos projets. Par contre, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont décidé de ne pas y aller ou alors qui hésitent encore aujourd'hui. Les 2 principaux freins qui sont évoqués par les acteurs sont, le niveau de complexité, donc le fait que ça soit long, qu'il y ait une complexité extrêmement forte dans l'analyse, dans le suivi, et puis qu'il y ait un risque qui soit pris, qui soit important. Et puis le deuxième frein, c'est l'inadéquation avec des projets de qualité, et notamment qui ne sont pas en relation avec les enjeux ODD. Et qui ne permettent pas de valoriser suffisamment les bénéfices des projets au-delà du climat. Donc, tout ce qui va être biodiversité et sociaux. Et puis enfin, pour ne pas vous abreuver trop de chiffres non plus et les résultats de l'étude, on est en train de faire avec Lucas un petit document auprès de la Commission Climat et Développement qui va être relayé avec plus de résultats détaillés. Mais pour finir, le dernier chiffre que je voulais vous donner, c'est l'intérêt des acteurs collectivement pour imaginer des alternatives à la finance carbone volontaire.
Donc, il y a 67% de nos organisations qui sont intéressées. Et il y a 3 alternatives qui émergent en priorité. La première, c'est le mécénat avec un impact sur le climat. Donc, on l'a appelé le mécénat climatique, avec une labellisation, donc une preuve et une évaluation, un monitoring de qualité est reconnu. La deuxième alternative, c'est du crédit carbone certifié, mais avec un label de qualité sur d'autres bénéfices que le climat. Et puis la troisième alternative qui est ressortie, ce sont des financements qui sont un peu hybrides et qui vont mixer justement la finance carbone et le mécénat. Ça, c'est pour la partie des grands projets. Sur les petits projets, les acteurs s'alignent pour dire que majoritairement, c'est le mécénat qui doit être l'alternative à valoriser en priorité, comme des projets qui ont aussi un impact sur le climat. Donc, 67% des acteurs qui sont intéressés pour imaginer ces alternatives. 80% des acteurs au global disent que si on doit créer des alternatives, c'est parce qu'il y a une garantie d'une transparence complète sur les méthodologies, une transparence complète sur les chiffres de mesure des impacts climat. Et c'est ça qui fera qu'on aura une alternative qui sera légitime. Et vous êtes aussi majoritaire, nous sommes aussi majoritaires à prôner la création d'un référentiel commun d'indicateurs autour du climat dans sa globalité, quels que soient les projets forestiers ou non. Et enfin, les organisations qui ont répondu ont valorisé l'importance du plaidoyer et l'importance de la création d'une garantie, d'une vérification collective pour faire émerger cette alternative de façon crédible. Voilà, donc des chiffres qui sont peut-être pas des surprises pour certains, des surprises pour d'autres, mais en tous les cas qui, juste avant la COP et juste avant le Climate Finance Day, sont intéressants de rappeler et de positionner la question de la finance au service des projets climatiques, collectivement et différemment. Merci beaucoup à Amandine. Et j'en profite aussi pour te remercier d'avoir lancé cette initiative, de l'avoir gérée, d'avoir compilé ces résultats. Donc, merci à Planète Urgence qui a été vraiment le moteur dans cette étude. Donc, nous allons maintenant passer au témoignage, si vous le voulez bien. Et je vais donner la parole tout d'abord à Sylviane Macht de l'association La Voûte Nubienne. Donc, et nous aurons ensuite Sabine Roux-Bézieux de la Fondation de la Mer et Frédéric Doé de la Fondation RTE. Donc, vous verrez que ce sont des témoignages d'organisations qui ont un rôle vraiment très différent par rapport à ces sujets de financement carbone. Et du coup, voilà, notre objectif, c'était de vous donner un éclairage varié. Donc, on leur a demandé, en fait, de dire quels sont pour eux les enjeux sur les financements climat. Est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes quand c'est le cas, qu'ils ont besoin de financement, des déconvenues éventuelles sur les crédits carbone. Et puis, nous leur avons également demandé d'illustrer par un cas où ils ont rencontré justement une difficulté et comment ils l'ont solutionné pour ceux d'entre eux qui sont concernés. Donc, Sylvia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Alors, je vais essayer de faire court, mais quand même, je vais quand même présenter rapidement ce qu'on fait, nous. Donc, AVN propose des solutions constructives bioclimatiques, c'est des constructions écologiques et durables qui utilisent la technique de la voûte nubienne. Donc, c'est des constructions entièrement en terre crue qui sont adaptées à toute l'Afrique sahélienne. Avec cette proposition qui est au cœur de notre mission, en fait, on apporte une vraie solution d'adaptation pour les populations locales face au changement climatique, avec un atout immédiat très concret, l'isolation thermique qui est apportée par cette technique de construction. Pour faire clair, dans une voûte nubienne, en milieu de journée, vous gagnez 5 à 7 degrés par rapport à l'habitat usuel que vous trouvez en Afrique, dans les campagnes en Afrique sahélienne qui recourent principalement à la tôle, qui ont en fait un effet four à l'inverse, qui rend en fait l'habitation particulièrement insupportable en journée. Et face donc
aux tendances du climat, en fait, c'est une vraie problématique que d'ailleurs très peu d'acteurs prennent en compte. Donc, une solution d'adaptation, mais aussi une solution d'atténuation, parce qu'en fait, en construisant avec des matériaux naturels, locaux, largement disponibles, à faible empreinte carbone, on réduit l'impact CO2 en phase de construction, puis après aussi en phase d'utilisation, avec une demande en énergie qui est atténuée du fait de l'isolation naturelle. Donc l'idée qu'on a poursuivie, c'était de se dire, qui paraissait séduisante et qui nous paraît toujours séduisante quand même, c'est de se dire qu'on pourrait financer l'adaptation par l'atténuation. Un paysan sahélien à qui nous donnons une incitation financière qui représente environ 15% du coût de la construction. Le reste, c'est le paysan qui mobilise les matériaux ou la main-d'œuvre ou le cash dont il aurait éventuellement disponible. Donc, nous donnons des incitations financières qui lui permettent de construire une maison bioclimatique. Par le choix qu'il a fait, ce paysan sahélien crée des CO2 évités, des bénéfices pour le climat que nous pourrions valoriser sur le marché du carbone volontaire pour de nouveau financer de nouvelles mesures, de nouvelles incitations financières et donc de nouvelles adaptations au bénéfice des paysans locaux. Donc ça, en théorie, c'est un superbe cercle vertueux qui pourrait nous permettre de créer aussi bien vraiment de l'adaptation à large échelle que de l'atténuation délocalisée. Donc, on a exploré le marché du carbone, voir comment nous pouvions nous positionner. Malheureusement, il n'existe aucune méthodologie adaptée à l'habitat. Donc, premier frein, il n'existe aucune étude sur le parc de l'habitat en milieu rural au Sahel, donc deuxième frein. Nous avons un ratio entre le coût de l'incitation et le bénéfice que nous pourrions tirer des CO2 évités, qui n'est pas vraiment favorable au vu des prix du carbone qui sont annoncés. Nous avons une quantité totale de CO2, une capacité actuelle de production de CO2 qui n'est pas suffisante pour pouvoir espérer faire des économies d'échelle. Ils nous permettent d'investir vraiment dans ce coût de certification qui est très, très élevé. Et donc, tout ça, c'est aussi d'une complexité assez forte. Mais donc, nous avons dû renoncer à la certification, mais on n'a pas encore totalement renoncé au marché du carbone. On s'est dit que notre projet reste suffisamment séduisant, valorisant. Il y a toute cette part de co-bénéfices dont je ne vous ai pas parlé, qui sont toutes les co-bénéfices socio-économiques. Il y en a toute une série, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, en fait, on va quand même essayer, on a toujours dans l'idée de se lancer, de se tenter sur ce marché du carbone sans être certifié. Mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de retour d'expérience parce qu'on ne l'a pas encore véritablement fait. Si j'ai le temps encore, Oui, encore 2 minutes. Donc, je pourrais ajouter en fait encore qu'on a fait une tentative d'accès au fonds vert via OSS. Là encore, c'est un échec. C'est un processus tellement complexe et tellement long et sur lequel finalement nous n'avons pas les codes, pas les moyens, donc ça n'a pas marché. Et pour conclure, je voudrais quand même souligner quand même ce que je trouve qui est un vrai paradoxe. C'est parce que nous avons en fait au cœur de notre projet vraiment un projet qui est au centre au cœur du climat, de toute la problématique du climat, avec ce que je vous expliquais sur l'adaptation, l'atténuation. Et nous n'avons aucun financement
sous cet angle-là. Nous arrivons à nous financer sur des projets de formation, sur des projets d'accès à l'emploi, sur des projets de développement rural. Mais alors que les besoins d'adaptation sont là, sont énormes, sont avérés, la région du Sahel est quand même une des régions qui va être le plus impactée par le réchauffement climatique, eh bien, on est toujours à la recherche de ces financements-là. Voilà. Merci beaucoup, Sylvia. C'était vraiment riche et dense. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Sabine Roux-Bézieux, qui préside la Fondation de la mer. Bonjour, Sabine. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfaitement. Oui, bon, j'essaie de mettre ma vidéo pour qu'on puisse me voir, mais oui, attendez, je vais y arriver. C'est quand même plus sympathique. Et voilà. Oui. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, écoutez, d'abord, merci pour cette étude. C'est absolument passionnant. J'ai vraiment beaucoup appris et je me suis tout à fait retrouvée dans ce que disaient les associations sur la difficulté d'intégrer un système de carbone dans des opérations. Alors, juste trois petits mots, parce qu'évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est le carbone bleu. Vous savez que c'est un terme qui est sorti dans un rapport du PNUE en 2009, donc ça fait déjà assez longtemps, et qui vise en fait à attirer l'attention sur le fait que les écosystèmes océaniques et littoraux ont un potentiel de séquestration extrêmement important. Alors, certains disent même plus important que les forêts terrestres. Et c'est certainement le cas des mangroves, dont on sait qu'elles séquestrent 3 à 5 fois plus de CO2 que les forêts terrestres. Sachant qu'elles perdent 2 à 3% de leur surface par an depuis 30 ans. Et donc, ce potentiel de séquestration est en train d'être atténué de façon importante. Alors, c'est ce à quoi s'intéresse évidemment la Fondation de la mer. Et on a regardé de très près toutes les méthodologies de carbone. Alors, en carbone bleu, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui de méthodologie disponible pour le carbone bleu. Les systèmes sont assez complexes parce que sur les mangroves, c'est à peu près faisable parce qu'on transpose finalement des méthodologies forêt sur des mangroves qui sont des forêts marines. Mais sur la grande partie des autres capacités qui sont les herbiers, donc herbiers de Posidonie et autres types d'herbiers, dont on sait qu'ils captent de façon très importante le carbone, ça, les méthodologies sont pas au point. Et je ne vous parle même pas des méthodologies appliquées aux coraux, puisque dans les coraux, dans les récifs coralliens, vous avez une biodiversité extrêmement riche. Vous avez énormément de phytoplancton qui lui-même, évidemment, capte du CO2 aussi. Et là, les méthodologies n'existent pas. Donc, la question que nous, on se pose, c'est est-ce qu'il faut attendre d'avoir des méthodologies finalisées? On travaille nous-mêmes sur le développement de méthodologies. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut agir? Évidemment, on s'est dit qu'il fallait agir. Nous, notre ambition en permanence, c'est d'avoir de l'impact pour un océan en bonne santé. Et on s'est posé la question de se dire finalement, ceux qui veulent acheter des crédits carbone, que veulent-ils quand ils achètent le crédit carbone? Et pourquoi vont-ils acheter des crédits carbone certifiés, Gold, Standard ou autres? Alors, on s'est dit qu'il y avait peut-être trois leviers. Un premier point qui est important, c'est l'idée d'une sorte de collaboration entre des associations, les pouvoirs publics, des communautés locales, des entreprises qui se mettent ensemble pour résoudre un problème. Donc ça, on s'est dit, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à garder dans notre réflexion. Le deuxième, c'est une notion de confiance scientifique, c'est-à-dire que les projets doivent être labellisés dans leur sérieux et dans leur impact. Parce qu'on voit beaucoup de choses qui circulent sur la restauration de coraux, mais c'est difficile de savoir ceux qui ont finalement de l'impact et vont faire la différence. Et puis le troisième élément qui me semble important pour les entreprises, c'est le fait de pouvoir communiquer à la fois vis-à-vis de leurs collaborateurs et vis-à-vis de leurs investisseurs sur le fait qu'elles s'engagent pour réduire leur impact. Donc, on a essayé de travailler sur tous ces éléments-là dans un environnement qui s'appelle l'océan. Et donc, on voit bien que l'état de dégradation de l'océan n'est pas uniquement lié au CO2, mais est lié à l'impact anthropique en général, c'est-à-dire tous les impacts que l'activité humaine a sur l'océan, le réchauffement, l'acidification, toutes les pollutions, parce que les pollutions vont finalement détruire ces fameux écosystèmes marins dont on a besoin, qu'ils soient les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers.
C'est aussi les constructions sur le littoral, c'est aussi le transport maritime, c'est aussi les ancres qui sont traînées sur le fond de la mer Méditerranée qui arrachent les Posidonies, etc., etc. Donc, nous, on s'est dit, si on veut penser climat, il va falloir penser plus largement bonne santé de l'océan, parce que la bonne santé de l'océan a un impact positif sur le climat. Alors, on a construit 2 programmes. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Un premier programme qui est de se dire, les entreprises, je repars en arrière sur mes 3 points de tout à l'heure, les entreprises ont besoin de communiquer sur leur stratégie d'atténuation, de réduction de leur impact. Et donc, on s'est dit, pour faire ça, ce que font le référentiel qu'utilisent les entreprises, c'est les ODD. Vous savez bien, je crois qu'il y a 80% des entreprises cotées dans le monde qui font référence aux ODD. Le problème, c'est que l'ODD 14, c'est le moins reporté par les entreprises. Elles se désintéressent complètement de cette ODD. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on leur propose une manière de reporter sur l'ODD 14. Donc, on a travaillé pendant 2 ans avec le BCG, le Boston Consulting Group, et avec le ministère de la Transition écologique pour construire un référentiel autour de l'ODD 14. Donc, celui-là, il est sorti il y a 18 mois. Il a été reconnu comme une best practice par l'ONU dans le cadre des sciences de l'océan. Et il commence à être adopté par beaucoup d'entreprises. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit qu'on avait finalement fait que la moitié du chemin, puisqu'on avait construit ce référentiel qui est disponible en open source pour tout le monde. Donc vous pouvez tous aller le télécharger sur le site de la Fondation et sur le site oceanapproved.org. Parce qu'on s'est dit, une fois qu'on avait créé cet outil, ce référentiel, il fallait donner aux entreprises des moyens de communiquer sur leur engagement. Et là, on a, avec Bureau Veritas et le ministre de la Mer, créé un label qui s'appelle, comme le site internet, Ocean Approved. Il a été lancé au mois de juin dernier par la ministre de la Mer. Il est également repris comme une étape très importante par le ministre des Transports, le ministère des Transports dans leur document de bilan de premier semestre. Ils reprennent le lancement de ce label. Il est repris aussi aujourd'hui par le Parlement européen, qui est très intéressé dans le cadre de la future directive sur le reporting extra-financier. Enfin bref, donc c'est un label qui a été lancé en France, Cocorico, qui est disponible, qui est accessible à toutes les entreprises, des tout petites ou des très grosses, et qui a vocation à être utilisé par toutes les entreprises. Donc ça coche la case communication externe et interne. Ça ne coche pas les 2 autres cases, qui est de dire comment comment créons-nous du collectif autour des écosystèmes marins et comment créons-nous cette confiance. Alors, pour faire cela, on a créé un autre programme qui s'appelle SOS Corail. Donc, il y a une plateforme web aussi, soscorail.org, qui est un outil qu'on a créé avec l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens, qui est une initiative qui est co-gérée par le MTE et par le ministère de l'Outre-mer, et qui, avec son conseil scientifique, identifie et sélectionne les projets à plus fort impact sur ces écosystèmes marins. Donc, encore une fois, un récif corallien, mangrove, herbier. Et avec l'IFRECOR, donc, on a construit une plateforme web qui recense ces programmes les plus solides scientifiquement et qui les propose au grand public, au financement au grand public, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et le système très intéressant, c'est que l'État abonde les dons des particuliers. Donc, c'est un système extrêmement vertueux où le conseil scientifique de l'IFRECOR avec le conseil scientifique de la Fondation vérifie la solidité des programmes, va faire appel au mécénat des particuliers et des entreprises avec un abondement de l'État et puis évidemment un retour d'impact, parce que ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous, une évaluation d'impact sur chacun des programmes pour s'assurer de leur solidité et de leur éligibilité à la plateforme SOS Corail. Donc voilà comment on s'y est pris en attendant d'avoir des systèmes pérennes de crédit carbone. Je suis désolée, j'ai parlé très vite, mais question à volonté. C'est vraiment passionnant. Et si vous avez le temps, pendant qu'on passe la parole à Frédéric Doé, délégué général de la Fondation RTE, si vous pouvez nous mettre les liens vers les sites que vous avez cités dans le chat, ce serait vraiment parfait. Je vais essayer de faire ça. Et par ailleurs, je suis obligée de me déconnecter. Donc, n'hésitez pas. Je vais mettre mon mail aussi. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. D'accord, merci. Et bravo, bravo pour cette étude.
Donc, je passe la parole à Frédéric Doé, délégué général de la Fondation RTE. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. C'est bon? Très bien. Ok, super. Oui. Tu as donc 3 minutes. 3 minutes. La Fondation RTE est une fondation dédiée au développement des territoires ruraux en France. On est une fondation, on va dire, domestique. Hein. On soutient des projets d'intérêt général portés par des associations et qui sont créateurs d'emplois pour le monde rural. Donc, comme on n'a pas d'activité internationale, on n'a pas ressenti le besoin de faire des compensations à l'étranger. En outre, on est, pour différentes raisons, assez d'accord avec le principe qu'il s'agit d'abord d'éviter puis de réduire ces émissions et enfin compenser ces émissions là où elles ont été émises. Et donc, pour nous, c'est des compensations qu'on aimerait faire en France continentale. On a opéré une démarche de bilan carbone en 2020 sur l'année 2019 et on s'est rendu compte, ce qui ne vous surprendra pas pour une fondation distributrice, que 96% de nos émissions étaient dans le scope 3, comme d'ailleurs c'est-à-dire c'est par l'activité des associations que nous finançons que nous émettons le plus de gaz à effet de serre, tandis que c'est sans doute aussi avec ces activités d'association que nous pouvons envisager, c'est un point qu'on verra tout à l'heure, le plus d'émissions évitées quand on réfléchit à ce que nous finançons. Ensuite, nous avons signé en début 2020 fin 2020, le manifeste de la coalition française des fondations pour le climat. Et du coup, j'ai reçu un mandat de la part de notre gouvernance pour d'abord dégager un petit budget dédié et veiller plus largement à la compatibilité avec les accords de Paris et d'ailleurs de l'ensemble des ODD, ce qui me paraît effectivement important. Il ne faut pas focaliser sur un seul objectif, étant donné l'interaction entre les différents objectifs pour tous les projets que nous soutenons. Donc, on m'a demandé de vous faire état de deux points. D'abord, est-ce qu'il y a des enjeux pour les financements climat? Alors, pour nous, l'enjeu numéro 1, ça serait l'efficience des subventions qu'on attribuerait dans cet objectif. Parce qu'on voit bien ce qu'on peut imaginer comme baisse d'émissions ou d'émissions évitées quand on finance un projet. On disait tout à l'heure et dans l'enquête qu'on manque un peu d'expertise. Alors nous, on en manque cruellement parce qu'on intervient dans des secteurs extrêmement différents. Je prendrai un exemple. La voûte nubienne nous parlait tout à l'heure donc du secteur de la construction et l'éco-construction est quelque chose d'extrêmement intéressant. La rénovation thermique des bâtiments en milieu rural peut être également porteur d'économie d'émissions de gaz à effet de serre. Le chauffage au bois, quand il est bien conçu, peut être intéressant aussi. Néanmoins, nous ne sommes pas des spécialistes de tout ça et donc on a des difficultés à établir des normes ou des objectifs de réduction de telle sorte qu'on puisse dire oui, votre projet est bien en lien avec la stratégie nationale bas carbone à son échelle et nous pouvons vous soutenir d'autant plus que vous avez une ambition de décarbonation. Parce que finalement, on n'a pas les normes. On ne sait pas si le projet où on nous promet moins 10 tonnes par an de carbone émis, c'est une bonne performance ou pas. Le deuxième sujet sur les financements climat, alors nous n'avons pas de financement climat dédié à part une petite enveloppe d'études que je disais tout à l'heure, mais comme on doit avec la même enveloppe financer des projets qui ont à la fois une dimension sociale, économique, territoriale et environnementale, bah, c'est le poids relatif entre les critères. Hein. Comment fait-on pour prendre en compte l'impact climat? Ça, on sait le calculer grossièrement. Mais au regard des autres impacts recherchés, je vous disais, économiques, sociaux et territoriaux. Donc, on a un apprentissage à conduire dans les mois et les années qui viennent pour chercher, évaluer des projets qui ont des impacts favorables au regard de tous nos critères.
c'est-à-dire à la fois réduction des émissions de gaz à effet de serre, les autres critères, notamment la création d'emplois de qualité en milieu rural et pour des projets d'intérêt général, et finalement, au moindre coût aussi, parce que moins ça sera cher, plus on pourra faire de projets et créer d'emplois. Le deuxième sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est quelles sont les solutions que nous avons retenues pour financer nos actions, nos projets avec une composante climatique. Alors, nous avons donc d'abord une politique, on va dire, de subvention de projets porteurs de réduction de gaz à effet de serre. Je vous parlais tout à l'heure de l'éco-construction, de l'efficacité thermique du bâtiment, mais on a aussi des projets agricoles, notamment de maraîchage bio qui sont moins porteurs de gaz à effet de serre que d'autres formes d'agriculture. Et puis, nous avons aussi tous les projets d'écomobilité en territoires ruraux qui nous viennent et qui visent soit à partager les moyens de transport existants, c'est typiquement covoiturage ou autopartage ou mutualisation de moyens de transport, soit passer à des moyens de transport moins émetteurs. Il y a le véhicule électrique, mais il y a aussi le biogaz et d'autres tentatives dans ce sens-là. Donc ça, tous les ans, on a un certain nombre de projets qui sont assez exemplaires sur ces sujets-là. Et puis, alors, ce que nous aimerions faire, c'est pouvoir trouver des projets qui nous permettraient de compenser, la compensation venant en ultime solution pour ce qui reste à couvrir une fois qu'on aurait bien identifié quelles sont les émissions évitées qu'on a permis grâce à notre action de subvention de projets ruraux. C'est de pouvoir trouver des projets à vocation économique fondés sur des solutions fondées sur la nature pour capturer du carbone en France métropolitaine, avec le sujet que nous avons tous abordé, à savoir la complexité pour obtenir un label de qualité satisfaisant et permettant de compenser les émissions de la Fondation. Alors, dans un premier temps, on viserait les émissions de la Fondation en scope 1 et 2, parce que c'est vraiment celle sur laquelle on a une possibilité directe de réduction. C'est 100 tonnes par an, donc ce n'est pas énorme. Et puis le scope 3, là, selon les années, ça sera entre 2000 et 3000 tonnes de CO2 à compenser, pour autant qu'on puisse les rapprocher des émissions évitées dont nous ne savons qu'elles ne sont pas exactement la même rigueur que les émissions réalisées qu'on connaît plus précisément et qu'il nous faudra compenser. Voilà notre démarche, encore assez empirique, et on a encore besoin de travailler à partir de notre bilan carbone pour trouver ces projets idéaux qui permettraient de compenser ce qui reste à couvrir. Merci beaucoup Frédéric, et je redonne la parole à Lucas et Amandine pour la suite. Oui, merci Béatrice. Donc, rapidement pour conclure sur les prochaines étapes, maintenant qu'on a vu et qu'on a répété tous les constats, ensemble, on commence à se lancer sur différents projets ensemble entre ONG pour essayer de trouver des solutions aussi. Je vais parler du premier qu'on est en train de lancer avec la Fondation Good Planet, qui serait de construire une charte éthique de la compensation carbone. Donc, rapidement, en fait, les objectifs de cette charte, ça serait de créer un ensemble d'acteurs qui pourraient mettre en avant les projets qui répondent, selon nous, à certains critères éthiques et qui permettent de tirer le marché de la compensation carbone vers le haut, notamment tant d'un point de vue de la qualité des projets que de prix. On pourrait valoriser des projets à prix plus importants en mettant vraiment en avant leurs bienfaits éthiques et leurs co-bénéfices. L'idée, c'est de mettre en avant des projets qui seraient en dehors des standards forcément les plus prolifiques du marché carbone, avec des volumes de crédits importants, des prix qui sont trop bas, qui se vendent pas cher du tout. Mais l'idée, c'est vraiment de remettre en avant l'impact. Et finalement, cette charte, elle agirait comme une validation par les pairs d'un ensemble d'ONG qui dirait, voilà, nous, en tant qu'acteurs du développement, on considère que ce projet, il a un impact, ou alors que cet acteur met en place des actions à fort co-bénéfice, et de montrer que la finance carbone ne doit pas se faire au plus bas prix. L'idée, ce n'est pas de remplacer un standard ou de venir concurrencer un standard, mais c'est vraiment d'avoir ce point de vue d'autres acteurs et c'est de faire cette validation par les pairs.
Donc, on reviendra vers vous plus en détail, je pense, début d'année 2022 avec Good Planet pour les personnes qui souhaitent participer à ça et mettre en avant des critères qui sont essentiels pour avoir une bonne finance carbone. Je vais tout de suite donner la parole à Jonathan Guyot de All for Trees pour nous présenter un projet qui répond aussi à ces enjeux et qui a été lancé il y a un petit moment maintenant. Donc, Jonathan, si tu veux prendre la parole, et je vais partager quelques slides que tu nous as passés. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, pour All for Trees, qui est un collectif de porteurs de projets engagés sur les questions de préservation et restauration des forêts, c'est un sujet qu'on mène depuis 2018. Ça a commencé par des critères d'adhésion, donc des critères qui permettent aujourd'hui de garantir la démarche globale des organisations qui sont membres de All for Trees, qui sont aujourd'hui 3, Cœur de Forêt, EMI, Nature Évolution, dans cette idée de dire que ça ne suffit pas, l'aspect marketing ne suffit pas, ni les crédits carbone ne suffisent pas à juger la qualité des interventions. Et en 2019, il y a eu un sujet qui a émergé, qui faisait beaucoup débat à l'époque dans le secteur de la forêt, c'est peut-on compenser nos émissions en plantant des arbres. Donc, on a lancé un groupe de travail à ce moment-là qui a réuni 27 experts pendant plus d'un an, qui s'est clôturé aussi à travers une table ronde qui avait réuni 120 professionnels du secteur. L'enjeu, c'était de travailler sur un positionnement. Donc, tous les constats qui ont été partagés, on le voit déjà, nous, dans le secteur forêt. Et aujourd'hui, on a lancé un nouveau groupe de travail en début d'année sur les indicateurs d'évaluation d'impact, parce que le constat, c'est qu'on voit que les attentes des entreprises d'un côté et les besoins terrain de l'autre, il y a un vrai fossé qui se crée et qu'il faut arriver à le concilier. D'un côté, on parle vraiment que carbone quand on parle de forêt, de l'autre, les impacts recherchés ne sont pas du carbone en priorité, ils sont bien au-delà, on les globalise en biodiversité, mais c'est bien plus que ça. Et donc, les porteurs de projets ont décidé de créer un référentiel. On est en train de co-construire un référentiel de mesure d'impact. Donc, l'enjeu, c'est de finalement aussi obtenir un système de garantie à travers ce référentiel. Est-ce qu'il faut garantir les impacts ou la qualité des projets? Tout ça est encore en débat au sein du groupe de travail. L'enjeu étant de faciliter les financements, de faciliter la communication, de porter également un plaidoyer collectif que nous menons déjà depuis plus de 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette co-construction, on réunit mécènes et porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à définir nous-mêmes de notre côté un outil qui nous convient bien. On crée cet espace de dialogue et de co-construction pour sortir aussi pour pouvoir justement être beaucoup plus près des attentes des entreprises et surtout de pouvoir porter un plaidoyer avec ces mécènes, avec ces fondations, dont la Fondation Maison du Monde, pour justement convaincre d'autres entreprises qu'on peut sortir d'une logique purement carbone ou purement d'arbres plantés quand on parle de projets de préservation et restauration des forêts. Donc, ce groupe de travail est actuellement en opération. On a publié un premier rapport, donc une enquête, donc c'est la slide suivante, une enquête qui a été publiée en juin dernier. Justement, alors là, on s'est concentré, nous, que sur les porteurs de projets forêts internationaux ou français, au niveau des pratiques et des attentes sur l'évaluation d'impact des projets. Donc, pareil, on voit encore que les mécanismes de certification ne sont pas du tout adaptés. Les questions du prix aussi, en fait. Très clairement, il y a des études que vous pourrez retrouver, je vous laisserai les liens tout à l'heure sur le chat, qui montrent qu'en fait, si on est en dessous de 44 $ la tonne, on ne peut rien faire en termes de préservation des forêts tropicales, que le carbone n'est pas un impact recherché sur les projets. Donc, si on le mesure, c'est qu'on a des velléités à vendre une commodité. Et si le marché n'est pas prêt à payer le prix, c'est complexe. Et là, on est en train de finaliser un rapport de capitalisation. Donc, il y a eu plus de 9 études de cas qui ont été réalisées, pareil, en juin dernier, sur les méthodes d'évaluation d'impact qui sont opérationnalisées par de nombreuses organisations, notamment Nitidae, on a eu des chercheurs aussi, on a eu Cœur de Forêt, Noé, plusieurs Terra Humanisme aussi. Regardez un petit peu ce qui se fait aujourd'hui sur l'évaluation d'impact des projets. Et on va sortir ce rapport-là pour continuer à co-construire ce référentiel, trouver l'outil avec le plus faible dénominateur commun que tout porteur de projet, en fonction de sa taille, pourra s'approprier. Et l'enjeu demain, la question qu'on se pose, c'est comment garantir
des projets de qualité. Et All for Trees est déjà un système participatif de garantie, comme je vous le disais en introduction. Donc, l'enjeu demain, c'est comment on refait descendre ce système participatif de garantie directement sur les projets pour donner finalement confiance aux mécènes que s'ils financent tel ou tel projet, il y aura un impact, il y aura potentiellement un impact, puisque là, on est sur du très long terme au niveau des forêts. Donc voilà, ce travail est en cours. Donc, tout ce que ça intéresse, toute fondation, tout porteur de projet sur ces enjeux forêt, surtout à l'international pour l'instant, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder les documents. Je vous mets les liens dans la discussion. Merci beaucoup, Jonathan. C'était vraiment super intéressant aussi. Et je termine en redonnant la parole à Amandine sur un autre éclairage pour la suite. Merci. Oui, du coup, donc il y a beaucoup de choses, hein, on le sent. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre les enjeux de financement et la capacité de monitorer, d'évaluer, d'avoir un système de normes. Moi, j'ai vraiment retenu ce que disait Sylvia, qui est assez marquant sur le fait qu'on a des projets climat, mais on n'arrive pas à les faire financer comme des projets avec un impact sur le climat. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à se mobiliser collectivement. Et donc, ce qui ressortait, c'était le besoin de créer une alternative. Et on sent avec la Fondation de la Mer, notamment avec All for Trees, qui a cette nécessité de mieux structurer des normes, de l'évaluation autour de la valorisation potentiellement du mécénat. Et que quand on finance un mécénat, effectivement, on sait un peu mieux quel va être l'impact sur le climat des organisations. Donc, Planète Urgence a apporté cette évaluation parce qu'on trouvait le sujet passionnant. On a apporté la tribune. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup que s'il y a un GT qui se met en place, que ce soit porté peut-être par d'autres organisations. Donc, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des organisations qui ont envie d'avoir un rôle de lead sur cette réflexion collective autour des alternatives et d'une meilleure valorisation du mécénat au profit du climat. C'est un appel à manifestation d'intérêt que nous vous lançons. Et puis enfin, on s'était aussi engagé à diffuser les résultats de l'étude à travers une tribune pour pouvoir dire sur ce moment fort de la COP et du Climate Finance Day notre position commune. Et on voit qu'on a tous des organisations différentes, mais tous des enjeux communs. Et donc, du coup, la tribune a été envoyée pour signature. Elle a été carrément publié beaucoup plus tôt qu'on l'imaginait, parce qu'on avait programmé le 26 pour le Climate Finance Day et ils l'ont publié dès jeudi dernier, dont je vous mets en lien là. La tribune que vous pouvez encore signer jusqu'à 14h dernier délai. Je vais renvoyer au site de la tribune l'actualisation des signataires, en espérant qu'ils le fassent. Je me mets. Et puis, je vous propose que nous diffusions collectivement, tous sur nos réseaux sociaux, auprès de nos parties prenantes, cette tribune demain et jusqu'au démarrage de la COP pour que notre voix collective se fasse entendre. Donc, merci encore d'avoir répondu. Merci à tous les signataires. Il y a potentiellement rien de très nouveau pour chacun d'entre nous sur le fait que nous avons besoin de financement, mais c'est une occasion de le dire collectivement. Merci beaucoup, vraiment merci à tous les intervenants. C'était dense et riche et je crois qu'on a appris plein de choses et qu'on sent surtout des pistes ouvertes qui vont pouvoir donner lieu à des choses concrètes. Et si vous avez des questions, nous les intervenants, on peut encore rester même si on a dépassé le timing prévu. Donc n'hésitez pas, la parole est à vous. Je crois qu'il y a Alban qui a levé la main. Ouais. Alban, tu peux. Oui, bonjour à tous, merci. Merci Amandine. Je voulais juste savoir, parce qu'il y a la tribune qui est sortie, donc qui est super, hein, on ne va pas dire le contraire, nous on est co-signataires. Je voulais juste savoir l'analyse que vous avez faite de l'étude avec les chiffres plus précis. Est-ce que vous comptez en faire une note publique? Parce qu'au-delà de la tribune, je pense que c'est intéressant d'avoir quelques chiffres clés qu'on puisse publier au-delà de la tribune qui était plutôt une prise de position. Donc, tu as dit que vous prépariez une petite note là, pour la commission. Quand est-ce que vous comptez la faire sortir et est-ce qu'elle sera publique?
Alors ça, c'est dans ma banette. Je dois faire un retour au graphiste de Coordination Sud. Donc normalement, dans une semaine, on s'est dit avec Lucas pour le démarrage de la COP, elle sera réalisée. Donc ça sera une note de Coordination Sud, Commission Climat et Développement. Planète Urgence, on a fait une infographie d'une page. On peut aussi vous la partager si vous souhaitez. On peut vous l'envoyer. Ah ouais, ça serait top si vous pouviez la partager, à la fois la note quand elle sort et puis l'infographie. C'est top. Merci. Ok. Je ne vois personne d'autre, mais si dans les personnes en ligne, vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Même spontanément. On a en effet un petit peu débordé sur le timing, mais encore une fois, vous avez tous nos mails dans la discussion. N'hésitez pas à nous renvoyer des questions plus précises sur soit les constats, soit des sources, des documents, ou alors sur les initiatives à venir. On sera ravis d'y répondre et aussi de vous compter parmi les membres pour travailler ensemble sur les alternatives qu'on imagine. Exactement. Donc, merci à Amandine et Lucas. Merci à Sylvia, Frédéric et Sabine et Jonathan. Et merci à tous les participants, surtout. Moi, j'ai vu qu'on a été jusqu'à 40. Donc, ça doit être quasiment tous les répondants au questionnaire. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour la suite des travaux. Au revoir.